tant que femme, ne pas être féministe, mais c'est une erreur. Pour le cas de Yves, c'est quoi son nom déjà? Yves Dembélé. J'avais porté une tenue transparente pendant tout le direct qu'il faisait. J'avais subi un cyberharcèlement pendant 2 jours. Au début, je réagissais à fleur de peau. Dès que tu me dis « Ah », je réponds. On me voyait beaucoup dans ce qu'on appelle le biama, mais j'étais beaucoup dans la sauce. Salut mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Vous êtes dans Laissons parler les gens, le podcast qui donne la balle aux personnalités que Internet attaque. Moi c'est Clint Hiles, aboublet de Père, de Fils et de Saint-Esprit, votre animateur que vous allez finir par préférer. Une semaine sur deux, je reçois une personnalité publique pour parler de son rapport avec les réseaux sociaux. Et puis, il y a une autre semaine où je décrypte les effets des réseaux sociaux, mais avec humour. Ici, on analyse ce qui se passe quand les mots dépassent les écrans des téléphones pour se retrouver dans la face des gens. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Ketela Soroko dans le podcast. Créatrice de contenu, elle redéfinit son rôle d'influenceuse en affichant fièrement ses convictions sur ses différentes plateformes et n'hésite pas à exposer sa communauté à des sujets sociétaux importants mais tabous. Féministe assumée, elle utilise sa notoriété pour venir en aide aux femmes victimes de violences à travers son association Le Réseau. Avec Ketela Soroko, on va se demander si on peut avoir des convictions sur les réseaux sociaux. Tu vois la rime? Ketela Soroko, réseaux sociaux. Bonjour Ketela. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien, et toi? Ça va. Bienvenue dans ce podcast-là. Merci. Et en vrai de vrai, je suis content de te recevoir parce que je vois ce que tu fais sur Internet, tout. C'est vrai qu'on ne s'est jamais vu. Mais je vois, tu proposes des choses, tu prends des positions. On va en parler de toute façon. Mais avant de commencer avec chaque invité, mon équipe et moi, on fait un tour un peu sur Internet pour essayer de recenser tout ce qui est négatif que tu reçois comme commentaire, en fait. Et je vais te les lire et tu vas essayer de soit répondre ou réagir. D'accord. Tu vois. Et Bon si tu veux aller loin, tu peux aller loin, en fait, tu vois. Ok. Tu peux donner ton point de vue dessus. Alors, le premier commentaire, c'est un peu plus condescendant que négatif, en fait. Et donc, il lui a dit, tu es trop jolie pour parler de politique, quitte dedans. Ceux qui font ça sont en Europe, pas en Côte d'Ivoire. Un conseil, faut te calmer. C'est bizarre, je n'ai jamais vu ce commentaire. Ben là, tu l'as maintenant. Ouais. Alors, généralement, c'est des commentaires que je reçois assez souvent parce que, on est dans une société où on estime que déjà parler de politique, c'est prendre un risque, ce que je trouve assez dommage. Et deuxièmement, il y a 2 thèmes assez bizarres. C'est de dire que tu es trop jolie pour parler de politique. C'est un peu estimer que, en tant que femme, je ne dois pas parler, je dois juste me contenter d'être belle. Il a ajouté que je suis en Europe, je n'ai pas le droit de parler. Moi, je me considère comme une Ivoirienne 100%. Je viens très, très fréquemment à Abidjan. Et j'estime que mes parents aussi vivent à Abidjan, donc en Côte d'Ivoire. Et tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire m'impacte. Donc, parler de politique, c'est pas seulement être un habitant de la Côte d'Ivoire et être en même temps vilain pour parler de ça. Mais c'est surtout avoir un avis aussi important et on a tous le droit d'avoir un avis. Et généralement, ce genre de commentaires-là, ça ne m'affecte pas plus que ça. Ok. Le deuxième. On dit, toi, tu aimes les terrains glissants, hein? Occupe-toi de tes voyages là-bas. Je crois que celui-là, je l'ai lu. Okay. Alors, bon, comme tu ne me connais pas, tu ne sais pas que je suis travel planner. Je connais. Ah, j'ai d'accord. déjà fouillé un peu, j'ai vu. Tu organises, tu planifies des voyages. Ça, c'est bien. Tu aides des gens à dépenser les jetons. Je connais. Ça, c'est cool. Du coup, généralement, sur mes réseaux, je parle de presque tout. Je parle aussi de ma passion qui est le voyage. Et ça touche une cible. En même temps, je parle des sujets importants aussi et ça touche aussi une cible. Donc, quand je prends position, ça peut plaire à d'autres, ça ne plaît pas à d'autres. Et généralement, encore, les gens, ils veulent que tu respectes la ligne éditoriale qu'eux, ils ont définie pour toi. Et c'est ce qui est dommage sur les réseaux, c'est que, moi, je ne regarde pas tout ça, je fais ce que je veux. Bon, le troisième. On dit, j'explique d'abord le contexte. C'est-à-dire que tu partageais et tu donnais ton avis sur une publication Facebook un peu osée. Et... je lis le commentaire. Je vous en veux à vous, une femme que je crois intellectuelle, pudique et avec une certaine moralité partage ce type de poste. Bonne ou mauvaise pub, les deux atteignent son but, être vue. Vous ne faites que l'encourager à votre manière. C'était quoi le contexte? Explique-nous bien. Alors, je me souviens très bien parce que je crois que j'ai répondu avec ironie comme d'habitude. J'ai mis désolé. C'était un post d'une fille qui parlait d'un truc sexuel et moi, c'est pas forcément ma ligne éditoriale. Et
j'ai repartagé pour dire depuis qu'on a normalisé ça, ce genre de discussion, parce que moi, j'estime qu'il y a des sujets privés qu'on n'a pas forcément, on ne doit pas forcément mettre ça sur les réseaux. Et la jeune dame a estimé que en tant que modèle, je crois, c'est ce qu'elle a dit, un truc comme ça, en tant que femme pudique et je sais quoi d'autre, je devais pas partager parce que lorsque je partage, je fais la pub. En même temps, lorsque je partage, je donne un avis de ce type-là, je prends position sur ce genre de sujet. Ça permet à ma communauté et ma famille HBD, comme je les appelle, de savoir qu'il y a des limites à avoir. Donc, quand elle parle de bonne et mauvaise pub, je comprends aussi son point de vue et en même temps, j'estime que j'ai bien fait de partager. Voilà pourquoi j'ai pas supprimé. Mais généralement, et je reviens dessus, c'est que lorsqu'on commence à avoir une forte communauté, les gens estiment que tu dois respecter une ligne éditoriale, uniquement cette ligne-là. Ils veulent pas te voir aller ailleurs. Ils veulent que tu sois un modèle. Et moi, l'idée d'être un modèle me dérange énormément parce que, oui, parce que c'est en même temps te mettre dans une catégorie et t'as pas le droit de sortir de là-bas. Donc, tu dois faire semblant. Et moi, j'aime pas faire semblant sur les réseaux. Ici, tu sais, le but du podcast, c'est vraiment d'analyser ce qui motive les personnes à vraiment mettre des commentaires négatifs, haineux sur les réseaux sociaux, en fait. Tu es créatrice de contenu, tu es, comme tu l'as dit, hein, tu as vraiment une communauté que tu appelles HBD. Et donc, à partir les réseaux sociaux sont la partie centrale de ton économie, de ta manière de travailler. Alors, moi, j'ai commencé les réseaux depuis 2010. Non, pas depuis 2010, mais encore plus loin. Je crois que ça date, hein, c'est depuis 2009-2008. Donc, à la création de Facebook, exactement. En fait. Est-ce que quand tu t'inscrivais à cette époque-là, tu t'es dit qu'il allait avoir cet aspect toxique des réseaux sociaux qu'on a aujourd'hui? J'étais jeune, je ne pensais pas à ça. En vrai, je n'ai pas imaginé qu'actuellement, ça aurait été autant toxique et tout. Et c'est bien que tu en parles parce que moi, je vois les réseaux comme, c'est mon exemple préféré, c'est comme un couteau. Si tu es cuisinier, tu prends, tu cuisines un bon plat, ça fait du bien à quelqu'un. Si tu es mauvais, tu prends, tu tues quelqu'un, ça fait du mal à quelqu'un. Donc, c'est pas forcément l'outil, le problème, mais c'est qui l'utilise. Et plus on grandit, plus on se rend compte tout simplement que les gens se cachent beaucoup derrière les réseaux pour illustrer soit une frustration, soit pour juste partager leur ressenti, mais avec beaucoup de lâcheté. Et pour les commentaires négatifs, à vrai dire, c'est que généralement, je ne prends pas trop en considération. Et je vais te parler d'une nuance là. Vas-y. C'est que lorsque les gens, ils te voient répondre facilement aux commentaires, c'est une provocation pour eux. Donc, généralement, ils continuent. Tu vas voir que finalement, il y aura des gens qui vont prendre plaisir juste à dire ça pour que tu puisses répondre. Répondre, en fait. Voilà. Et moi, de base, ma stratégie, c'est d'ignorer ou de répondre avec beaucoup d'ironie ou bien de sarcasme. L'ironie, c'est vraiment dire des choses qu'on ne pense pas vraiment, en fait. Mais après, sur Internet, les gens prennent tout avec les organes, en fait. Exactement. Est-ce que c'est pas toi-même te tirer une balle dans le pied, en fait, répondre avec ironie? Ça dépend de comment c'est fait. Mais quand je vois que ça devient un peu trop limite, soit je bloque. Moi, j'estime que bloquer, ça n'a pas été créé que pour faire du mal aux gens, c'est aussi pour notre père, en fait. Donc, quand tu vois qu'il y a des commentaires trop, la même personne vient t'embêter, tu bloques direct, tu évites la conversation. Mais effectivement, je parle beaucoup avec ironie et sarcasme, c'est vraiment ma ligne éditoriale aussi. Même quand je prends position pour éviter que ce soit blessant et tout, pour que ce soit facile à comprendre. Des fois, j'avais beaucoup d'humour, mais c'est comme ça que je réagis généralement. Mais à partir de quel moment tu as commencé à recevoir des commentaires négatifs, en fait? C'est quand j'ai pris officiellement position en tant que féministe. On était dans 2018-2019, donc avant le Covid. Et c'est à cette époque-là que, justement, c'est devenu un peu plus violent. Et quand je parle de violence, je parle d'insultes, je parle de menaces, je parle oui, beaucoup d'insultes sur les parents. C'était un peu devenu trop violent et tout. Et puis, voilà. J'ai été bully, harcelée plusieurs fois. Moi, j'ai subi beaucoup de cyberharcèlement au point où c'est devenu dur mon quotidien. Je savais qu'il y avait une période où j'allais être harcelée parce que, voilà. Et ça affecte pas seulement ma personne, ça affecte aussi mon entourage, tout ça. Donc, voilà. C'est-à-dire que quand tu dis, Joe, tu savais que tu allais recevoir de vagues de haine. C'est-à-dire que quand tu fais une journée que tu n'as pas reçu de la vague de haine, tu te dis, bon, c'est devant, en fait. Tu dis, forcément, ça va venir. On n'est pas loin. Ah, je comprends, en fait. Surtout quand il y a des cas
Par exemple, lorsqu'il y a des cas de violence et tout, et que la majorité de la société ou bien des réseaux va essayer de juste défendre l'homme, par exemple, c'est vraiment un exemple que je donne, et que toi, tu prends position qui n'est pas forcément dans la ligne qu'ils veulent, bah, direct, on t'attaque et tout, on te parle de tous les sujets à la fois et tout ça. Mais ce genre de commentaires-là, on t'attaque parce que tu as Mhm. décidé de prendre ta position que tu trouves juste. Mhm. Comment ça t'affecte en fait? Déjà, c'est que moi, j'ai eu, je vais dire, une évolution au niveau de mes réactions par rapport aux commentaires négatifs. Au début, je réagissais à fleur de peau. Dès que tu me dis ah, je réponds. Donc, j'étais beaucoup dans la défense et beaucoup dans l'attaque aussi. Donc, ça faisait qu'on me voyait beaucoup dans ce qu'on appelle le biama, mais j'étais beaucoup dans la sauce. Mhm. Et à partir de 2021, quand j'ai créé l'association, quand j'ai créé aussi mon entreprise, j'ai compris que mon image était rattachée à ça. Donc, il fallait que je prenne une position, mais tout en restant un peu plus, je vais dire, conventionnelle, si je peux le dire ainsi, sans vraiment être dans la défensive et les attaques. Donc, quand ça ne m'arrange pas, je bloque. Sachant que les gens savent effectivement que je suis toujours féministe, je prends toujours position sur ça et j'ai toujours des avis qui ne vont pas plaire. Mais selon toi, quand tu essaies de sortir de Miss Soroko et Mhm. que tu regardes tes réseaux sociaux avec les commentaires négatifs que tu reçois, parce que tu reçois de bons commentaires aussi, Mhm. mais les négatifs, selon toi, quand tu sors de toi-même tes réseaux sociaux et que tu regardes, ces commentaires-là pointent quoi du doigt en fait? Généralement, ça pointe mes prises de position. Ça pointe aussi le fait que je parle beaucoup des sujets, je parle de tout. Et moi, je trouve personnellement que c'est pas aussi méchant que chez d'autres, en fait. J'ai l'impression que, genre, moi, mes commentaires ne sont pas aussi violents maintenant. C'est pas aussi agressif, si je peux le dire ainsi. Il y a eu l'époque où c'était très violent et où ça m'affectait, ça affectait aussi mon entourage et tout. Mais maintenant, même, on en rigole vite fait qu'on a des commentaires méchants parce qu'on trouve que, voilà, Tu es quoi, habitué. on a habitué, il y a Ah ça ouais, à aussi. rôder là. Et puis, faut pas, je trouve que je prends beaucoup plus, en fait, les commentaires positifs comme ma force. Donc, si, moi, je suis très positive comme personne. Donc, s'il y a 10 000 commentaires positifs et juste deux ou trois, moi, ça me va. Pourquoi les gens vont t'attaquer selon toi? Qu'est-ce que tu fais qui gêne? Généralement, mon entourage, surtout au niveau professionnel, me dit ah, mais fais attention, il y a des sujets, c'est pas obligé de parler dans tout et tout. Et moi, j'ai l'impression que si je ne parle pas, je ne prends pas position, ça. Les gens attendent aussi de moi. Et moi aussi, j'ai l'impression qu'il faut que je montre, en fait, que je suis pas d'accord avec ce qui se passe. C'est une injustice. Donc, c'est souvent ça, en fait, la brèche. C'est que j'ai l'impression que genre, il y a des moments où je suis pas obligée de parler de ça. Tu as l'air d'être d'accord avec ça. Genre, en fait, le fait de dire que moi, souvent, ça m'arrive, tu vois. Mhm. Il finit de prendre ma position, puis après, il me dit, j'aurais pas dû, en fait, Exactement. tu Qui vois. t'a Qui envoyé? t'envoie? Tu allais te Tais-toi, mettre en dans les fait. problèmes toi seul, en fait. C'est pour ça que je valide, en fait, de Si, dire que c'est si. pas toujours tu dois parler. Exactement. Et c'est un peu ça. Le problème, c'est que généralement, moi, des fois, je ne suis pas forcément sur les réseaux. Et quand je me connais, je vois, on m'identifie sur des cas. Parce que tu as déjà fait ça auparavant. Exactement. Ouais. Parce que les gens aussi, ils ont l'image de toi, de personne qui prend position, qui doit pouvoir encourager d'autres aussi à dénoncer. Donc, des fois, tu n'es pas forcément d'accord. Moi, généralement, quand je ne suis pas d'accord, je ne parle pas. Hein. Je dis, c'est mieux, je me tais. Ouais, Là, parce que maintenant, surtout, il faut que j'apprenne à doser. J'ai une entreprise à gérer, j'ai une association, il y a des gens à gérer. Mais avant, j'avoue que je prenais position pour tout et rien. tu es vraiment féministe et sur ton compte Instagram, on le voit dans ta bio, tout et tout. Est-ce que le fait d'afficher ta prise de position, ton Mhm. combat sur les réseaux sociaux n'influence pas les commentaires que tu reçois sous tes publications? Je trouve que mais c'est bien que ça influence mes commentaires. Parce que ça me permet de faire naturellement le tri sur le genre de personnes et le genre de communauté que je veux. Donc, je trouve même que en tant que femme, et désolée, ça va créer des discours, mais en tant que femme, ne pas être féministe, mais c'est une erreur. C'est une obligation, même en tant que femme, d'être féministe. Et l'affirmer, c'est libre à chacun d'entre nous et tout, mais ça me permet, moi, de savoir que ceux qui me suivent, ils savent que je suis féministe. Et ça me permet aussi de pouvoir partager, de parler de ce sujet-là sans avoir peur de subir des réprimandes et tout. Mhm. Donc, je suis féministe depuis hyper longtemps. Depuis 2016-2017, j'ai créé une association pour ça. Mes parents le savent. J'ai travaillé avec le thème, avec carrément cette étiquette de féministe, que ce soit en France, que ce soit à Abidjan. Et voilà, moi, dès que je fais mes entretiens, je dis directement,
j'ai besoin d'être dans une entreprise où je sais que la diversité est respectée, où je sais que mon état de féminisme ne va pas déranger. C'est important pour moi parce que je veux pouvoir parler de certains sujets, prendre position, je veux pouvoir me dire qu'autour de moi, des gens comprennent en fait mon combat. Le fait que tu donnes ton avis sur ce genre de sujets qui sont parfois tabous ou parfois incompris, qu'est-ce qui te donne le courage de le faire, sachant qu'il n'y a pas tout le monde qui va comprendre ta prise de position. Pour toi, c'est tellement simple ce que tu as dit. Pour toi, c'est tellement clair. Avant, je vais donner un petit exemple et tout. C'est que je me souviens très bien en 2017-2018, lorsqu'on parlait du viol conjugal, c'était hyper mal vu. Les gens pensaient qu'on inventait des choses. Et on a parlé, on a continué à parler de ça, on a continué à faire des posts, on a continué à se faire insulter. Et il y a eu la réforme de la loi sur le viol et on a vu que ça a été rajouté dessus. Ce que je veux dire, c'est que généralement, lorsqu'on prend position, les gens pensent qu'on parle dans le vide, mais non, on éduque une population. Et l'éducation, ça prend du temps. C'est comme toute formation. Si on pouvait aller juste à l'école une fois et puis ressortir avec tout le savoir, je pense qu'on n'aurait pas eu à faire les 10 années, 15 années d'études. Et plus on insiste, plus on en parle, plus les gens retiennent. Et aujourd'hui, les gens savent, ils sont conscients que le viol conjugal existe. Pour moi, c'est une victoire parce qu'au début, quand on en parlait, les gens n'y croyaient pas. Et aujourd'hui, c'est racheté quand même dans une loi. C'est pareil comme l'avortement. Ça a pris aussi, au début, on en parlait, c'était hyper mal vu. Aujourd'hui, on a une loi qui parle de ça. Moi, quand j'ai commencé mes débats, mes prises de position sur le féminisme, tu vas trouver ça drôle, mais je recevais plus de messages d'hommes qui voulaient être sûrs que ce qu'ils faisaient n'était pas mal vu. J'avais des hommes qui m'écrivaient pour dire, je me suis comportée comme ça avec ma copine, est-ce que ça peut être considéré comme le viol? Parce qu'ils voyaient mes posts, ils savaient que j'étais une personne qui pouvait mieux les comprendre et mieux les aider à voir clair sur le sujet. Donc, autant ça ne plaît pas, autant ça éduque des personnes sur le sujet, c'est le plus important. Ouais. Donc, on peut rajouter éducatrice à ta casquette. Un peu de prof d'SVT, tout ça. Ça fait beaucoup, hein? Voilà, c'est bon, c'est ton bagage, tout et tout. En 2021, tu te rappelles quoi d'abord, avant que je continue? 2021, tu as fait quoi je vais dire, d'important en 2021, selon toi? En 2021? Wow, dans ton combat de féministe, hein? Ça date, je me souviens d'avoir fait plein de trucs en 2021. Déjà, j'ai lancé le réseau. Oui, mais il y a quelque chose qui s'est passé en 2021 où ta voix a été vraiment une voix qui a résonné, mais fort. Yves Dembélé a reçu des violeurs sur son plateau. Exactement, on a marché pour ça. Voilà. On a marché pour ça, je me souviens très bien. Et on est d'accord que ta voix a vraiment porté. Grâce à ta voix, on a vu ce qui s'est passé. Le gars, il a été mis à pied, tout et tout. Mais après, à toi. Mais après, on sait qu'Yves Dembélé, c'est pas n'importe qui dans le show business, en fait. Donc, la question que je te posais, le fait d'avoir pris ce combat-là à cœur, et on a vu ce que ça a créé, donc c'est une victoire pour toi. Mais qu'est-ce que ça t'a créé comme souci dans le milieu dans lequel tu exerces, en fait? Ok. Déjà, c'est pas ma victoire personnelle, c'est une victoire de toutes les féministes. Pour le cas de Yves, c'est quoi son nom déjà? Yves Dembélé, donc je vais resituer le truc. Il a reçu des violeurs qui essayaient je me souviens très bien. d'expliquer comment ils violent les gens. Et les gens rigolaient et tout. Mais avec dédain, même genre, avec aucune considération. De façon légère, ils ont commencé à parler de ça, en fait. C'est tout drôle parce que j'ai subi un cyberharcèlement pendant la marche. J'avais porté une tenue transparente aussi pour la marche et tout. Et pendant tout le direct qu'il faisait, j'avais subi un cyberharcèlement pendant 2 jours. Chose drôle, c'est que j'ai su le lendemain que j'étais en train d'être victime de cyberharcèlement parce que moi, après ça, j'allais me détendre à Yamoussoukro, j'étais dans un autre délit. Et je me connais, je vois mon nom est partout en train d'être dans une sauce. Alors, ça n'a pas forcément affecté ma vie professionnelle, comme je le disais, parce que les gens savaient que j'étais féministe et tout. Et même, le post a été partagé sur LinkedIn où mes employeurs ont bien vu le post. Quand je suis retournée en France, je travaillais, on m'a montré, ma manager m'a montré, elle était très fière de moi. Mon papa a vu, il était aussi fier de moi. Donc, généralement, les gens autour de moi n'ont pas vraiment été impactés, n'ont pas vu le côté... Il n'y a pas eu d'effet négatif dessus. Moi, franchement, ça allait de mon côté. Tu as pu gérer ça parce que ça a résonné fort. Ouais, ça a résonné. Comment tu as géré ça? Comme d'hab, je pense que c'est en mode cool. Ça va. En fait, je connais les jours de buzz de Côte d'Ivoire. 3 jours, pas plus. Non, j'ai compté les jours. C'est passé, on est passé à autre chose. Bon, parlons de ton association, le réseau. En quoi le réseau t'aide dans cette mission, en fait, de féministe? Bien, un petit truc, c'est que le réseau, je me suis un peu déconnectée de ça parce que
Ce qu'on fait dans le réseau, c'est qu'on n'aide pas seulement les femmes au plan financier, on les aide beaucoup psychologiquement. Après, on a grandi parce qu'on a vu qu'on avait deux fautes de monde sur la santé mentale. Donc, après, on a eu des hommes même qui avaient besoin, on créait des séances d'éducation sur le sujet. Et moi, je me suis éloignée parce que ça commençait à m'affecter. On dit qu'il faut être en bonne santé pour pouvoir aider les autres. Et moi, je recevais trop de cas qui jouaient beaucoup sur ma santé mentale. Qui te touchaient, en fait. Exactement. Donc, je me suis un peu éloignée, mais on va reprendre les activités le plus tôt possible, bientôt. Il y a ce que tu vis, mais il y a ce que tu décides d'exposer et il y a ce que tu décides de garder pour toi, en fait. Donc, comment tu fais le tri en ce que j'expose à mes plus de 100 000 abonnés que tu as et ce que tu décides de garder pour toi et toi seul, en fait? En fait, il faut réfléchir, pas comme une égoïste, mais il faut réfléchir en pensant à l'impact que ça peut avoir aussi sur ton entourage. Donc, dès l'instant où j'estime que quelque chose que je dois partager va influencer, que ce soit ma vie relationnelle, ma famille, je ne trouve pas ça utile de l'exposer sur les réseaux. Ce que j'ai compris avec les réseaux, c'est que plus tu parles de ta vie, plus les gens ont des informations pour l'utiliser plus tard contre toi. Donc, je reste très, très conventionnelle. Je reste vraiment dans le côté intellectuel, le côté vie professionnelle, tout ce qui est partage aussi de mes pensées, de mes réflexions, aussi la religion, tout ce qui est politique, tout ce qui est fait. Franchement, j'essaie d'être très globale, mais pas forcément aller à l'intérieur même de ma vie intime et de ma vie privée. Il y a vraiment des limites, en fait. Très limite. Tu as fait un post récemment. Quand je lis, tu vas te rappeler du post. Tu disais, les influenceurs, virgule, pourquoi ici, pour l'argent, vous acceptez tout comme ça? Je ne sais pas. Pensez à comment ça peut influencer la vie des gens. Attends, selon toi, quelle est la responsabilité des influenceurs sur la vie de la nouvelle génération, mais la génération actuelle? Moi, je pense que l'influenceur doit avoir des limites. Il ne faut pas accepter tout et n'importe quoi. Parce que déjà, il faut suivre aussi les lois qui a déjà imposé des limites importantes. J'ai plusieurs fois refusé des collaborations avec des paris sportifs. Déjà parce que ça ne rentre pas dans mes principes. Et quand je vois à quel point ça influence les gens, à quel point ça impacte la vie des gens, je trouve que en tant qu'influenceur, on doit faire plus attention à ce qu'on met en avant. Même si mais c'est de grandes sommes. Et quand je parle de grandes sommes, franchement, ils proposent de l'argent. Et c'est vrai qu'on est tous jeunes et tout, mais il faut savoir à quel moment dire non. Et il n'y a pas que ça, il y a plein de trucs actuellement où tu proposes des choses, des fausses sommes, des gens acceptent pour faire des trucs de base, faire publicité de médicaments. On sait tous que c'est pas bien, mais juste à cause de l'argent qui est mis au devant, on tolère, on ferme les yeux. Et j'ai vraiment très peur que ça devienne un truc normal, qu'on arrive à normaliser tout ça. Et pour moi, en tant qu'influenceur, on doit avoir des limites, on doit avoir des principes parce que même tout humain, si tout humain n'a pas de limite face à l'argent, c'est dangereux en fait. On entend de voir que tu es en train de nous exposer tes peurs, en fait. Tu penses? Oui. Et tu as même récemment aussi exposé une grande peur en ce qui concerne les élections futures. Ah bon, j'ai dit quoi? Oui, mais non, je ne vais pas lire la publication, mais je vais paraphraser ce que tu dis. Parce que selon toi, le climat n'est pas vraiment favorable avec tout ce qui se passe sur Internet, les clashs, les commentaires, les panels de... je ne sais pas si je dois dire, mais ils font la promotion de la haine envers l'autre et tout. Mais tu peux nous en dire plus par rapport à ça, en fait? Qu'est-ce que tu penses réellement, en fait? Qu'est-ce qui te fait peur? Ok, alors je pense qu'on est une génération, moi en tout cas je m'appelle la génération de la crise, c'est-à-dire on est une génération qui a vécu quand même beaucoup de crises et tout, on a grandi dedans et ce qui est drôle c'est qu'on n'a pas tous eu cet instant-là de vouloir consulter, de vouloir parler de ça ouvertement. Donc il y a beaucoup de traumatismes qui sont enfuis et on rigole beaucoup avec. On essaie de mettre dans l'amusement comme si c'était drôle alors que je sais qu'au fond on a tous un gros traumatisme de ce qui s'est passé, ce qu'on a vécu, que ce soit en 2002, que ce soit en 2010. 99 d'abord pour commencer. 99, 2002, 2010. Et une personne qui a grandi dans ça, logiquement, elle n'est pas stable émotionnellement. Surtout si elle n'en parle pas. Et actuellement, avec les élections qui arrivent bientôt, pas que j'ai peur, j'ai vraiment pas peur. C'est juste que j'aime pas l'énergie qui est en train d'être mis autour. Je trouve que les gens rigolent beaucoup, ils essaient de mettre de l'amusement, mais à chaque petite brèche, il y a cette grosse peur-là qui renaît. Derrière de l'humour, mais on sent que les gens sont quand même un peu traumatisés. Et moi, je trouve que c'est une atmosphère qui rend ça lourd, qui rend
la période des élections un peu plus lourde et tout. Et surtout, tout ce qui est enrôlement, j'ai beaucoup pris position pour pousser les gens, encourager les gens à aller s'inscrire, à aller voter en tant que jeunes. Et j'ai l'impression qu'actuellement, il y a beaucoup qui ont peur de vouloir voter parce qu'ils n'ont pas forcément confiance en ce qui va se passer. On va rajouter une autre corde à ton arc. Tu es agent de la société civique. Ben, tu invites les gens à aller se faire enrôler, faire un devoir civique. C'est un peu tout ça, mon rôle, en fait. Mais en vrai, même moi-même qui n'étais pas là, moi-même j'ai peur. Ah bon? Mais selon toi, en quoi le climat peut être dangereux? À tout moment, en fait, les gens peuvent essayer de réveiller leur traumatisme et puis essayer de créer je vais pas dire se venger, mais essayer d'utiliser cette énergie négative-là pour ne pas comprendre certaines choses. Et pour moi, je suis un peu spirituelle sur ce côté-là, mais j'estime qu'une fois qu'on crée cette énergie négative dans la tête des gens, ils n'ont pas cette paix-là pour comprendre, pour accepter des décisions. Je reviens sur le thème accepter des décisions parce qu'une élection, c'est l'acceptation d'une décision. Et c'est le fait que les gens n'acceptent pas la décision, c'est ça qui crée des querelles et des discordes. Donc, bon, on va essayer de s'inspirer des pays voisins, comme que ce soit le Ghana qui a l'habitude de faire des élections très paisibles, sans problème. On peut faire comme eux. Donc, on peut faire mieux on même. On peut même exactement faire mieux comme eux et tout. Mais le truc, c'est qu'en tant que jeune, on doit se préparer aussi à créer cette énergie-là de c'est pas grave si d'autres a gagné ou c'est pas grave si mon candidat préféré n'a pas gagné et tout. Mais au moins, dans 5 ans plus tard, je pourrais revoter, je pourrais encore jouir et profiter de tous mes droits civiques et tout. Ah ouais, je vois. Je vais pas rajouter une autre code là. Non, dis-moi, pas ajouter. Bon, ça va, c'est bon, tu as déjà beaucoup. Si on devait retenir quelque chose de ton passage sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi? Je veux juste que, à la fin de la journée, les gens comprennent que je suis moi. Je dis moi, c'est-à-dire je suis une personne très transparente. Si un truc me plaît pas, je dis ça me plaît pas. Et c'est pas grave si ça ne te plaît pas aussi. C'est que je peux parler de tous les sujets et je vais parler avec beaucoup de passion et de profondeur. Je peux passer aujourd'hui de parler de ma passion de voyage, des destinations et le même soir parler de viol, de violence et le lendemain en parler encore de politique. Mais que chacun essaye de profiter de ma prise de position pour peut-être sentir quelque chose, créer un lien avec moi. Merci de nous avoir laissé te poser autant de questions. Ça nous a vraiment fait plaisir de te laisser parler autant. C'était très intéressant. C'est quoi tes prochains projets du coup? Alors, je compte donner mon énergie beaucoup à Tripcation, qui est mon agence de voyage. Donc, l'idée, c'est de développer, d'en faire une entreprise, une agence de voyage de référence en Afrique. Donc, je travaille énormément dessus actuellement. Donc, c'est vraiment mon projet phare. Et puis aussi, c'est un peu de ça, un peu de ma vie personnelle. Je vais vraiment retravailler sur mon rebranding, mon image. Et puis voilà. Mais une chose est sûre, c'est que je compte revenir définitivement en Côte d'Ivoire. Donc, je suis en train de tâter un peu le terrain. Vous allez me voir plus souvent. Moi, c'est Clinteles, Aboboulé de Père, de Fils et de Saint-Esprit. Grand merci à vous. Notre communauté, laissons parler les gens. Elle ne fait que s'agrandir. Comme d'habitude, partagez l'épisode. Suivez-nous sur tous les réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Ça, c'est très important. N'oubliez pas de rejoindre notre communauté WhatsApp. Parce que là-bas, il y a du contenu en exclusivité. Là-bas, c'est des contenus que vous n'allez pas voir ici. Un grand merci à l'équipe de Laissons parler les gens. Audrey Likoum dans la production. Jérémy Makessier pour nos réseaux sociaux. Et puis, un grand merci aussi à Mega sur Abidjan Podcast Studio. Laissons parler les gens est un podcast pensé et créé par Historias Media en partenariat avec l'Union européenne.